René Guénon, L'erreur spirit. Chapitre 3. Début du spiritisme en France. Dès 1850, le moderne spiritualisme était répandu partout aux États-Unis, grâce à une propagande dans laquelle, fait à noter, les journaux socialistes se signalèrent tout particulièrement. Et en 1852, les spiritualistes tinrent à Cleveland leur premier congrès général. C'est aussi en 1852 que la nouvelle croyance fit son apparition en Europe. Elle fut importée d'abord en Angleterre par des médiums américains. De là, l'année suivante, elle gagna l'Allemagne, puis la France. Toutefois, il eut alors dans ces divers pays rien de comparable à l'agitation causée en Amérique, où pendant une dizaine d'années surtout, phénomènes et théories furent l'objet des discussions les plus violentes et les plus passionnées. C'est en France, comme nous l'avons dit, qu'on employa pour la première fois la dénomination de spiritisme. Et ce mot nouveau servit à désigner quelque chose qui, tout en se basant sur les mêmes phénomènes, était effectivement assez différent quant aux théories de ce qu'avait été jusqu'alors le moderne spiritualisme des Américains et des Anglais. On a souvent remarqué en effet que les théories exposées dans les communications dictées par les prétendus esprits sont généralement en rapport avec les opinions du milieu où elles sont produites et où naturellement elles n'en sont acceptées qu'avec plus d'empressement. Cette observation peut permettre de se rendre compte, au moins en partie, de leur origine réelle. Les enseignements des esprits en France furent donc en désaccord avec ce qu'ils étaient dans les pays anglo-saxons sur nombre de points, qui, pour n'être pas de ceux que nous avons fait entrer dans la définition générale du spiritisme, n'en sont pas moins importants. Ce qui fit la plus grande différence, ce fut l'introduction de l'idée de réincarnation, dont les spirites français firent un véritable dogme, alors que les autres refusèrent presque tous de l'admettre. Ajoutons d'ailleurs que c'est surtout en France qu'on paraît avoir éprouvé presque dès le début le besoin de rassembler les communications obtenues de façon à en former un corps de doctrine. C'est ce qui fait qu'il y eut une école spirite française possédant une certaine unité, du moins à l'origine, car cette unité était évidemment difficile à maintenir. Et il se produisit par la suite diverses occasions, diverses scissions qui donnèrent naissance à autant d'écoles nouvelles. Le fondateur de l'école spirite française, ou du moins celui que ses adhérents s'accordent à regarder comme tel, fut Hippolyte Rivel. C'est un ancien instituteur de Lyon, disciple du pédagogue suisse Pestalozzi, qui avait abandonné l'enseignement pour venir à Paris, où il avait dirigé pendant quelque temps le théâtre des Folies Mariniers. Sur le conseil des esprits, Rivel prit le nom celtique d'Allan Kardec, qui était censé avoir été le sien dans une existence antérieure. C'est sous ce nom qu'il publia les divers ouvrages qui furent, pour les spirites français, le fondement même de leur doctrine, et qui le sont toujours restés pour la plupart d'entre eux. Nous disons que Rivel publia ces ouvrages, mais non qu'il les écrivit à lui seul. En effet, leur rédaction et par suite la fondation du spiritisme français furent en réalité l'œuvre de tout un groupe dont il n'était en somme que le porte-parole. Les livres d'Allan Kardec sont une sorte d'œuvre collective, le produit d'une collaboration. Et par là, nous entendons autre chose que la collaboration des esprits proclamée par Allan Kardec lui-même, qui déclare les avoir composés à l'aide des communications que lui et d'autres avaient reçues, et qu'il avait d'ailleurs fait contrôler, revoir et corriger par des esprits supérieurs. En effet, pour les spirites, puisque l'homme est fort peu changé par la mort, on ne peut se fier à ce que disent tous les esprits. Il en est qui peuvent nous tromper, soit par malice, soit par simple ignorance. Et c'est ainsi qu'on prétend expliquer les communications contradictoires. Seulement, il est permis de se demander comment les esprits supérieurs peuvent être distingués des autres. Quoi qu'il en soit, il est une opinion qui est assez répandue, même parmi les spirites, et qui est entièrement erronée. C'est celle d'après laquelle Allan Kardec aurait écrit ses livres sous une sorte d'inspiration. La vérité est qu'il ne fut jamais médium.
que c'était au contraire un magnétiseur. Nous disons au contraire parce que ces deux qualités semblent incompatibles, et que c'est au moyen de ces sujets qu'il obtenait des communications. Quant aux esprits supérieurs, par qui celles-ci furent corrigées et coordonnées, ils n'étaient pas tous désincarnés. Rivel lui-même ne fut pas étranger à ce travail, mais il ne semble pas y avoir eu la plus grande part. Nous croyons que l'arrangement des documents d'outre-tombe, comme on disait, doit être attribué surtout à divers membres du groupe qui s'étaient formés autour de lui. Seulement, il est probable que la plupart d'entre eux, pour des raisons diverses, préféraient que cette collaboration demeurât ignorée du public. Et d'ailleurs, si on avait su qu'il y avait là des écrivains de profession, cela eût peut-être fait douter un peu de l'authenticité des communications, ou tout au moins de l'exactitude avec laquelle elles étaient reproduites, bien que leur style, du reste, fût loin d'être remarquable. Nous pensons qu'il est bon de rapporter ici, sur Allan Kardec et sur la façon dont fut composée sa doctrine, ce qui a été écrit par le fameux médium anglais Douglas Home, qui se montra souvent plus sensé que bien d'autres spirites. Nous le citons. « Je classe la doctrine d'Allan Kardec parmi les illusions de ce monde, et j'ai de bonnes raisons pour cela. Je ne mets nullement en doute sa parfaite bonne foi. Sa sincérité se projeta nuage magnétique sur l'esprit sensitif de ceux qu'il appelait ses médiums. Leur doigt confiait au papier les idées qui s'imposaient ainsi forcément à eux, et Allan Kardec recevait ses propres doctrines comme des messages envoyés du monde des esprits. Si les enseignements fournis de cette manière émanaient réellement des grandes intelligences qui, selon lui, en étaient les auteurs, auraient-ils pris la forme que nous leur voyons ? Où donc Jamblique apprit-il si bien le français d'aujourd'hui ? Et comment Pythagore a-t-il pu si complètement oublier le grec, sa langue natale ? Je n'ai jamais rencontré un seul cas de clairvoyance magnétique où le sujet ne refléta directement ou indirectement les idées du magnétiseur. Ceci est démontré d'une façon frappante par Allan Kardec lui-même. Sous l'empire de sa volonté énergique, ces médiums étaient autant de machines à écrire qui reproduisaient servilement ses propres pensées. Si parfois les doctrines publiées n'étaient pas conformes à ses désirs, il les corrigeait à souhait. On sait qu'Allan Kardec n'était pas médium. Il ne faisait que magnétiser ou psychologiser, qu'on nous pardonne ce néologisme, des personnes plus impressionnables que lui. Fin de citation. Cela est tout à fait exact, sauf que la correction des enseignements ne doit pas être attribuée au seul Allan Kardec, mais à son groupe tout entier. Et de plus, la teneur même des communications pouvait déjà être influencée par les autres personnes qui assistaient aux séances, ainsi que nous l'expliquerons plus loin. Parmi les collaborateurs d'Allan Kardec, qui n'étaient pas de simples sujets, quelques-uns étaient doués de facultés médiumniques diverses. Il en est un en particulier qui possédait un curieux talent de médium dessinateur. Nous avons trouvé à ce sujet dans un article qui parut en 1859, 2 ans après la publication du Livre des Esprits, un passage que nous croyons intéressant de reproduire étant donné la personnalité dont il s'agit. Nous citons. Il y a quelques mois, une quinzaine de personnes appartenant à la société polie et instruite, dont quelques-unes ont même un nom dans la littérature, étaient réunies dans un salon de Faubourg Saint-Germain pour contempler des dessins à la plume exécutés manuellement par un médium présent à la séance, mais inspirés et dictés par Bernard Palissy. Je dis bien M.S., une plume à la main, une feuille de papier blanche devant lui, mais sans l'idée d'aucun sujet d'art, avait évoqué le célèbre potier. Celui-ci était venu et avait imprimé à ses doigts la suite de mouvements nécessaires pour exécuter sur le papier des dessins d'un goût exquis, d'une grande richesse d'ornementation, d'une exécution très délicate et très fine, dont un représente, si l'on veut bien le permettre, la maison habitée par Mozart dans la planète Jupiter.
Il faut ajouter, pour prévenir toute stupéfaction, que Palissy se trouvait être le voisin de Mozart dans ce lieu retiré, ainsi qu'il l'a très positivement indiqué au médium. Il n'est pas douteux d'ailleurs que cette maison ne soit celle d'un grand musicien, car elle est toute décorée de croches et de clés. Les autres dessins représentent également des constructions élevées dans diverses planètes. L'une d'elles est celle du grand-père de M.S. Celui-ci parle de les réunir toutes dans un album. Ce sera littéralement un album de l'autre monde. Fin de citation. Ce M.S., qui, en dehors de ses singulières productions artistiques, fut un des collaborateurs les plus constants d'Alan Kardec, n'est autre que le célèbre dramaturge Victorien Sardou. Au même groupe appartenait un autre auteur dramatique, beaucoup moins connu aujourd'hui, Eugène Nuss. Et celui-ci, par la suite, se sépara du spiritisme dans une certaine mesure, et il fut un des premiers adhérents français de la Société théosophique. Nous mentionnerons encore, d'autant plus qu'il est probablement un des derniers survivants de la première organisation intitulée Société parisienne d'études spirites, M. Camille Flammarion. Il est vrai qu'il n'y vint qu'un peu plus tard, et qu'il était fort jeune alors. Mais il est difficile de contester que les spirites les regardaient comme un des leurs, car en 1869, il prononça un discours aux obsèques d'Alan Kardec. Pourtant, M. Flammarion a parfois protesté qu'il n'était point spirite, mais d'une façon quelque peu embarrassée. Ses ouvrages n'en montrent pas moins assez clairement ses tendances et ses sympathies. Et nous voulons parler ici de ses ouvrages en général, et non pas seulement de ceux qu'il a consacrés spécialement à l'étude des phénomènes dits psychiques. Ces derniers sont surtout des recueils d'observations, où l'auteur, malgré ses prétentions scientifiques, a d'ailleurs fait entrer bien des faits qui n'ont point été sérieusement contrôlés. Ajoutons que son spiritisme, avoué ou non, n'empêcha pas M. Flammarion d'être nommé membre honoraire de la Société théosophique lorsque celle-ci fut introduite en France. S'il y a dans les milieux spirites un certain élément intellectuel, entre guillemets, ne fut-il qu'une petite minorité, on peut se demander comment il se fait que tous les livres spirites, à commencer par ceux d'Alan Kardec, soient manifestement d'un niveau si bas. Il est bon de rappeler à cet égard que toute œuvre collective reflète surtout la mentalité des éléments les plus inférieurs du groupe qui l'a produite. Si étrange que cela paraisse, c'est pourtant une remarque qui est familière à tous ceux qui ont quelque peu étudié la psychologie des foules. Et c'est sans doute là une des raisons pour lesquelles les prétendues révélations d'outre-tombe ne sont généralement qu'un tissu de banalité, car elles sont effectivement, dans bien des cas, une œuvre collective. Et comme elles sont la base de tout le reste, ce caractère doit naturellement se retrouver dans toutes les productions spirites. De plus, les intellectuels du spiritisme, entre guillemets, sont surtout des littérateurs. Nous pouvons noter ici l'exemple de Victor Hugo, qui, pendant son séjour à Jersey, fut converti au spiritisme par Madame de Girardin. Chez les littérateurs, le sentiment prédomine le plus souvent sur l'intelligence, et le spiritisme est surtout chose sentimentale. Quant aux savants, qui ayant abordé l'étude des phénomènes sans idée préconçue, ont été amenés d'une façon plus ou moins détournée et dissimulée à entrer dans les vues des spirites. Et nous ne parlons pas de M. Flammarion, qui est plutôt un vulgarisateur, mais de savants jouissant d'une réputation plus sérieuse et mieux établie. Nous aurons l'occasion de revenir sur leur cas. Mais nous pouvons dire tout de suite que, en raison de leur spécialisation, la compétence de ces savants se trouve limitée à un domaine restreint, et que, hors de ce domaine, leur opinion n'a pas plus de valeur que celle du premier venu. Et d'ailleurs, l'intellectualité proprement dite a fort peu de rapport avec les qualités requises pour réussir dans les sciences expérimentales, telles que les modernes les conçoivent et les pratiquent. Mais revenons aux origines du spiritisme français. On peut y vérifier ce que nous avons affirmé précédemment, que les communications sont en harmonie avec les opinions du milieu. En effet, le milieu où se recrutèrent surtout les premiers adhérents de la nouvelle croyance, ce fut celui des socialistes de 1848. On sait que ceux-ci étaient pour la plupart des mystiques, dans le plus mauvais sens du mot.
ou si l'on veut, des pseudo-mystiques. Il était donc tout naturel qu'ils vinssent au spiritisme, avant même que la doctrine n'en eût été élaborée. Et comme ils influèrent sur cette élaboration, ils y retrouvèrent ensuite non moins naturellement leurs propres idées, réfléchies par ces véritables miroirs psychiques que sont les médiums. Rivel, qui appartenait à la maçonnerie, avait pu y fréquenter beaucoup des chefs d'école socialistes, et il avait probablement lu les ouvrages de ceux qu'il ne connaissait pas personnellement. C'est de là que proviennent la plupart des idées qui furent exprimées par lui et par son groupe, et notamment, comme nous avons eu déjà l'occasion de le dire ailleurs, l'idée de réincarnation. Nous avons signalé sous ce rapport l'influence certaine de Fourier et de Pierre Leroux. Certains contemporains n'avaient pas manqué de faire le rapprochement, et parmi eux le docteur Dechambre, dans l'article dont nous avons déjà cité un extrait un peu plus haut. À propos de la façon dont les spirites envisagent la hiérarchie des êtres supérieurs, et après avoir rappelé les idées des néo-platoniciens, qui en étaient d'ailleurs beaucoup plus éloignés qu'ils ne semblent croire, il ajoute ceci. Ouvrez les guillemets. Les instructeurs invisibles de M. Allan Kardec n'auraient pas eu besoin de converser dans les airs avec l'esprit de Porphyre pour en savoir si long. Ils n'avaient qu'à causer quelques instants avec M. Pierre Leloup, plus facile probablement à rencontrer, ou encore avec Fourier. L'inventeur du phalanstère aurait été flatté de leur apprendre que notre âme revêtira un corps de plus en plus éthéré, à mesure qu'elle traversera les 800 existences auxquelles elle est destinée. Fermez les guillemets. Ensuite, parlant de la conception progressiste, ou comme on dirait plutôt aujourd'hui évolutionniste, à laquelle l'idée de la réincarnation est étroitement liée, le même auteur dit encore, ouvrez les guillemets, ce dogme ressemble fort à celui de M. Pierre Leroux, pour qui les manifestations de la vie universelle, auxquelles il ramène la vie de l'individu, ne sont à chaque nouvelle existence qu'une étape de plus vers le progrès. Fermez les guillemets. Cette conception avait une telle importance pour Allan Kardec qu'il l'avait exprimée dans une formule dont il avait fait en quelque sorte sa devise. Nous citons « Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. » Fin de citation. Il serait facile de trouver bien d'autres similitudes portant sur des points secondaires, mais il ne s'agit pas pour le moment de poursuivre un examen détaillé des théories spirites. Et ce que nous venons de dire suffit pour montrer que si le mouvement spiritualiste américain fut en réalité provoqué par des hommes vivants, c'est à des esprits également incarnés qu'on doit la constitution de la doctrine spirite française, directement pour ce qui est d'Allan Kardec et de ses collaborateurs, et indirectement quant aux influences plus ou moins philosophiques qui s'exercèrent sur eux. Mais cette fois, ceux qui intervinrent ainsi n'étaient plus du tout des initiés, même d'un ordre inférieur. Nous n'entendons pas, pour les raisons que nous avons dites, continuer à suivre le spiritisme dans toutes les étapes de son développement. Mais les considérations historiques qui précèdent, ainsi que les explications dont elles ont été l'occasion, étaient indispensables pour permettre de comprendre ce qui va suivre.